L'Odyssée d'Elikia. Tu étais une jeune fille dans le quartier Talangai. Chaque jour, tu passais devant l'arbre sous lequel fainéantaient de jeunes hommes qui fumaient des joints, le nez sur leur portable, ou qui palabraient, une canette de bière à la main. Ils relevaient la tête à ton passage, et tu fuyais leurs plaisanteries, leurs sales gestes. Parmi eux, ton cousin Moyibi. Parfois, il faisait des compliments déplacés sur ta poitrine, déjà bien formée. Il disait des mots que tu ne comprenais pas. Un jour, il t'a suivi sur le chemin du marché Mamam Boilé et t'a poussé dans une resserre délabrée. Il a déchiré ton sexe d'enfant, brisé ton corps déjà nubile. Tu te souviens de ses halètements, de sa brutalité. Il a ignoré la douleur au fond de tes yeux, tes larmes. Les tueurs d'âmes d'enfants sont sans pitié. Il me fait tout ce qu'il veut. Je reste et je ne dis rien. Qu'est-ce que je dois faire? Qui peut m'aider? Personne. Personne. Il a recommencé plusieurs fois au cours du mois suivant. Un fils t'est né. À Brazzaville comme ailleurs, des enfants donnent naissance à des enfants. Tu n'avais pas l'âge de sentir une vie pousser dans ton ventre. Tes voisins observaient, parlaient. La rumeur grandissait plus vite que ton fils, qui ressemblait de plus en plus à ton cousin Moyibi, dont le prénom signifie en langue lingala « voleur ». Moyibi a menacé de tuer le bébé. Tu as cousu l'adresse d'une de tes tantes aux vêtements du petit et tu as filé vers un bus qui partait à l'autre bout du pays. Tu as confié ton bébé à une passagère qui a accepté de convoyer l'enfant. Elle comprenait. Une chose semblable lui était arrivée. Mais ça n'a pas suffi. Moyibi a payé un passeur pour t'éloigner de lui, de ta famille, du quartier. Il t'a donné un petit pécule et un peu plus à ton père. On savait comment il trouvait l'argent. Moyibi me conduit à moto jusqu'à Mingali. J'ai peur qu'il s'arrête quelque part pour me tuer, mais nous arrivons sans problème à la station d'essence Afrique Igné, où nous attend le passeur. Il fait nuit. Nous sommes une trentaine à nous entasser dans le camion, des hommes, des femmes, quelques enfants. Longue route. À Ouesso, tout le monde descend. Nous marchons le long de la frontière avec le Cameroun. Un autre camion nous attend. Le nouveau guide demande de l'argent. J'achète de l'eau. Je donne presque tout ce qui me reste. Le voyage dure 2 jours jusqu'à Bamenda. On nous dit qu'il faut continuer à pied, attendre la nuit pour passer au Nigeria. Alors nous marchons. Quand on s'arrête quelque part, je m'en dis. Les gens se battent souvent. J'en vois mourir. On les laisse là où ils tombent. Personne ne proteste. Nous sommes trop faibles pour ça. On me bat. Un homme me brûle avec une cigarette parce que je ne veux pas coucher. Il me prend de force. Les autres regardent. Le lendemain, l'homme recommence. Je me débat. Il me frappe. Après, il me laisse tranquille. Tu as traversé tout le Nigeria et le Niger. Tout au long du trajet, tu as servi de monnaie d'échange. Ton corps livré aux hommes. Ce n'est pas à eux que tu en voulais, mais à ta mère qui t'a laissé partir, à ton père qui avait accepté l'argent du cousin, et surtout à toi qui te sentais coupable. Une honte qui aggravait ta souffrance physique et morale. Au début, tu pensais souvent à ton fils qui ne te connaîtrait sans doute jamais. Tu te disais que c'était tant mieux. Toi dont le nom signifie espoir, tu as cessé de songer à lui pour mieux lutter contre la tristesse, contre l'envie de mourir. Tu ne te lamentais plus quand on te rudoyait, quand on abusait de toi. Tes prédateurs n'avaient sous eux qu'une poupée de chiffon qui ne prenait plus soin d'elle, qui les dégoûtait. Ils t'insultaient. Tu ignorais où tu allais, ce qui allait t'arriver. Des gens savaient pour toi.
Tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas de solution. En ville, tu faisais très attention à qui tu parlais. Comment deviner si la personne te voulait du bien ou du mal? Ta vie dépendait d'inconnus indifférents à ton sort, seulement intéressés par ce que tu pouvais leur rapporter. Avec les pauvres moyens que tu avais, tu as voulu avoir une meilleure allure. Quand vous rencontriez une rivière, tu t'y lavais et tu nettoyais les loques qui te servaient de vêtements. Tu as pu t'acheter quelques fripes en meilleur état que les tiennes. Une femme du groupe t'a tressé les cheveux. Elle t'a fait cadeau de petits rubans colorés qu'elle a noués à tes mèches. Tu es arrivé à Ingezam, à l'extrême sud du Sahara algérien, entre Alger à 2000 km et Tamanrasset à 400. C'est une ville dangereuse pour les femmes. Celles qui y passent sont toutes violées par les gendarmes ou les militaires algériens. C'est le prix à payer. Nous traversons un désert, des jours, des nuits. On voit des cadavres partout. La colline de Djanet, elle est tellement haute que si tu tombes, on ne t'entend même pas crier. Je suis épuisé, comme les autres. Je prie. Le guide part devant. Nous, derrière, comme on peut. Nous jetons les objets trop lourds pour nos sacs. Sans doute que maintenant, le sable a recouvert toutes ces choses. Même pour faire pipi, tu ne peux pas t'arrêter, sinon tu ne verras plus les autres, et c'est fini pour toi. Si tu as très envie, tu fais sur toi, sans t'arrêter. Dieu m'a permis d'arriver en haut. Il fait nuit, le guide nous montre les lumières de la ville. On croit que c'est tout près. Le guide dit qu'au contraire, le chemin est encore long, qu'il ne faut pas jeter les bouteilles d'eau ou les vider, et il nous abandonne. Nous marchons 3 jours avant d'atteindre cette ville. Nous ne sommes plus que 25 personnes. Beaucoup ont abandonné tout espoir. Pas toi. Des mois que tu avais quitté ta Langaï. Tu ne ressentais plus rien. Je travaille, je mendie pour monter à Alger. De là, j'irai au Maroc. On m'a dit que c'était le chemin pour l'Espagne. Je dors chez une femme dans une pièce du sous-sol. Je fais le ménage, la couture, de 7 heures du matin à 9 heures du soir. Je fais la cuisine, je fais tout. Elle me donne à manger seulement 1 fois par jour. Alors je vole, et je réussis à reprendre du poids, un peu de vie. Je n'ai pas le droit de sortir, mais je refuse d'aller dans un bordel. Un jour que je suis seule, je trouve des clés, je réussis à me sauver. Je suis à la rue. Partir où? Comment? Rentrer chez moi? Mourir? Trouver de l'argent? Dans ce pays, on ne veut pas de nous. Les enfants se moquent, on nous chasse à coups de pierre. Je suis assise dans la rue. Une femme passe. Elle me parle, elle est noire, comme moi. Je la suis. On me fait une place dans la chambre d'une grande maison où vivent beaucoup de gens. La dame m'envoie faire des ménages chez des riches qu'elle connaît. J'ai besoin d'argent pour aller en Espagne en passant par le Maroc. Je reste plus d'1 année en Algérie. Un jour, quelqu'un me propose de partir avec d'autres. C'est un envoyé de Dieu. Mais nous n'irons pas en Espagne. Nous irons en Libye. À Tamanrasset, le guide a annoncé que vous voyageriez en camion jusqu'à Djanet, la ville où tu avais tant souffert. Tu étais désespéré. Tu ne savais plus quoi faire. Le temps n'avait plus de consistance. Tu ne savais même plus ton âge. Tu étais résigné, tu suivais les autres en t'attendant au pire. C'est à Djanet qu'a commencé ta longue marche vers la Libye. Dans la ville, j'achète des provisions, de l'eau, du pain, du tamarin, des arachides. Les autres achètent plus que moi. Si un jour je manque de quelque chose, personne ne partagera sa nourriture avec moi. Le guide nous prévient que ça va être très dur. Il dit que son seul défaut est qu'il n'attend personne. Tu te casses une jambe, il ne t'attend pas. Tu n'as plus d'eau, il ne te donne pas à boire. On prend la route la nuit, je me fie à mon étoile. Je sais ce qu'est le désert. Tu es arrivé à Ghat, en Libye.
Tu y es resté 5 jours, et puis vous êtes reparti pour Séba, une ville plus grande, où tu as vécu 5 mois. Tu t'es prostitué. De quoi gagner la somme nécessaire pour rejoindre Tripoli à 2000 kilomètres de là. De Tripoli, je vais à Zouara. J'habite avec une trentaine de personnes dans un foyer pour Africains, le Campo. En juin, les policiers m'arrêtent dans la rue. Ils m'enferment dans une cellule avec des enfants et d'autres femmes. On a droit à une petite bouteille d'eau pour faire la toilette, des nouilles bouillies, à peine de quoi survivre. Les gardiens me disent que je dois coucher avec eux, sinon ils me vendront comme esclave sexuelle. Ils sont toujours ivres. Ils violent même les femmes enceintes. La Libye, c'est l'enfer. Une fois, ils sont 7. Ils me déshabillent et me violent chacun leur tour. Je hurle, je vomis. Je les supplie d'arrêter de filmer. Je ne veux pas me retrouver sur Internet. Ils m'ont fait tellement mal. Je veux mourir. Je bois de la lessive, mais je ne meurs pas. Une nuit, ils m'emmènent dans un coin de la cour. Ils font comme d'habitude. Ils croient que je suis morte. Ils me laissent là. J'attends qu'il n'y ait plus un bruit. Je m'échappe. Tu as retrouvé un groupe d'Africains et d'Africaines dans un quartier éloigné. Des hommes vous ont conduit dans une maison tenue par des Nigérians qui ont interdit au groupe de quitter les lieux. Le temps d'attendre de traverser en bateau vers l'Italie. Dans cette maison, tu as subi les mêmes mauvais traitements qu'en prison, et puis un jour, votre groupe a été amené sur la côte. Vous avez enfin embarqué. Ah, dure traversée. Nous arrivons en Sicile. Un homme m'emmène à Naples, avec les autres femmes, chez une Nigériane. Elle nous explique que nous devons nous prostituer. Toujours pareil. Elle dit que notre voyage va coûter 35 000 €, qu'il faut gagner cet argent et lui donner, qu'elle le mettra de côté pour nous. Ce travail, c'est de 10 heures du matin à la nuit. On se repose juste 1 heure ou 2. Je fais semblant de tout accepter, mais je cache de l'argent. Je profite d'une descente de police pour m'évader. Ensuite, long voyage jusqu'à Rome. Trop de choses mauvaises, mais j'y arrive. À Rome, tu demandes de l'aide à une Italienne. Elle appelle la police qui t'adresse à Bifree Social Coopérative, une organisation non gouvernementale locale qui gère des centres d'accueil pour les femmes victimes de la traite. D'autres aventures t'attendent avant que tu rejoignes Paris. Tu as 17 ans. Les papiers que tu as réussi à conserver semblent le prouver. Ton histoire tient la route. Tu seras peut-être reconnu mineur, non accompagné étrangère. Dans ce cas, tu pourras être placé en foyer ou en famille d'accueil pour soigner ton corps et oublier tes fantômes. Je les oublie, mes fantômes. Ce sont eux qui ne m'oublient pas. Avant, tu avais le regard vide. Aujourd'hui, tu as retrouvé la santé et le sourire. Tu t'habilles de couleurs joyeuses. Ici, tout le monde admire ton élégance. Tu es rayonnante. D'une certaine manière, tu as eu de la chance. De la chance d'être seule, avec d'horribles images dans la tête. Toutes ces traces sur mon corps, ces blessures à l'intérieur. Qu'aimerais-tu faire maintenant, Elikia? Je veux devenir mannequin, gagner de l'argent pour aller voir mon fils. Mais j'ai trop de cicatrices.